for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bon matin, Montréal. Bienvenue à cette troisième journée de MTL Connect. En ce jeudi pluvieux à Montréal, mais nous sommes couverts par le dôme étoilé de la Satosphère. Bon matin, mon nom est Armand Fkami, votre animateur pour MTL Connect. Vous allez bien ce matin? Ah, bonjour. Bonjour, oui, je suis content. Nous avons un public. J'espère que vous avez bien réussi à vous rendre à la SAT sans trop de problèmes. Merci d'être ici. Est-ce qu'il y en a qui sont de l'extérieur de la ville de Montréal ou qui sont ici je ne sais pas moi, d'un autre pays? Non? OK, c'est des Montréalais. Bonjour les Montréalais. Ah, oui, monsieur? De Nouvelle-Écosse? C'est pas un autre pays, mais... Non, c'est une autre province déjà. Merci d'être ici. Thank you. Madame? La Belgique, bienvenue. Merci d'avoir franchi l'Atlantique pour être ici ce matin. Et pourquoi je pose la question? Nous avons des internautes des quatre coins de la francophonie, en Afrique du Nord, en Afrique, dans les pays francophones africains, en Belgique, en France, en Suisse. Donc, je vous salue, chers internautes francophones et passionnés de révolution informatique, de révolution neuronale. On est ici sous cette thématique de la révolution où, dans les derniers jours, on a parlé d'intelligence artificielle, de cybersécurité. Et aujourd'hui, on fait un pivot, on rentre plus dans le côté culturel, artistique, humain, dans les catégories et les thématiques qu'on va couvrir aujourd'hui. Mais on continue à parler d'intelligence artificielle parce que c'est cette nouvelle technologie qui est on the tip of the lips de tout le monde. On en parle, on en mange, on est curieux. Et comment que ça affecte toutes ces autres industries connexes, pas juste les industries, comment qu'on pourrait appeler le technologique ou les industries commerciales, mais aussi l'art, la créativité de demain. Et on va avoir plusieurs grandes conférences, panels, ateliers aujourd'hui pour vous partout à travers la SAT. Vous voyez un code QR derrière moi. Si vous le scannez, bien, dans le fond, ça va être une photo de moi que vous pouvez ramener en hologramme chez vous. Non, c'est pas vrai. En gros, étant donné que la conférence est en français, merci MC, la conférence est en français, mais si jamais mon ami de la Nouvelle-Écosse, disons que vous voulez l'écouter en anglais, même si notre conférencier va vous parler en français, si on scanne le code QR et on met des écouteurs, ça va rediffuser en live la présentation d'aujourd'hui dans vos oreilles en anglais ou en arabe. Pas mal cool. Si ça vous tente de le tester, allez-y. Voici le code QR. C'est pas un hologramme de moi. Bon, Montréal, est-ce qu'on est prêt à passer à notre première grande conférence du matin? Merci. On est participation. J'ai des hochements de tête, j'ai un yes. That's good enough cues for me. J'ai juste un peu plus d'énergie. On est une dizaine, c'est une petite famille. On est ensemble. On dit tous ensemble, on est prêt. 1, 2, 3. On est prêt. OK, c'était pas en cœur, mais ça ne dérange pas. J'aime ça. Ça marche pareil pour moi. Madame, elle est comme, on passe à l'action. Je ne veux pas dire on est prêt. Je ne suis pas prête. Bon, ben moi, je suis prêt à vous présenter notre grand conférencier. On va parler aujourd'hui de création, mémoire et résistance à l'ère des intelligences génératives. Exactement ce que je disais. L'amalgame de tout ce qu'on vient de discuter et l'impact sur la création. Et pour ce faire, j'invite un artiste en art visuel montréalais. Sans plus tarder, je vous l'invite sur scène, Morija Kitenge Banza. Bonjour. Merci. Bonne conférence. Attends, je vais me faufiler. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Vous devez vous réveiller parce que je vais faire un cours d'histoire de l'art. Donc, je m'appelle Morija Kitenge Banza, artiste en art visuel et président de Culture Montréal. Mais aujourd'hui, je suis devant vous en tant qu'artiste en art visuel. Ensemble, on va essayer de répondre à ces trois questions. Au fait, qui est l'auteur quand l'outil crée?
comment préserver la vivacité des cultures minorées face aux logiques standardisantes des données. Que peut l'art pour résister à l'effacement, au silence et à l'uniformisation numérique? La première question, c'est qui est l'auteur quand l'outil crée? Je commencerai d'abord par vous parler de l'auteur dans la création artistique. Comme je disais tantôt, je vais vous faire un petit cours d'histoire de l'art, donc j'espère que vous allez apprécier. Et pour cela, je vais vous proposer 3 critères artistiques et créatifs, ainsi que 3 critères juridiques et professionnels. Et pour illustrer mon propos, je vais faire appel à un artiste que tout le monde connaît, qui s'appelle Léonard de Vinci. Comment reconnaître un auteur? Dans les 3 critères artistiques et créatifs, le premier que je vous offre, c'est l'originalité et la personnalité. Léonard de Vinci était connu pour le sfumato. Dans la Mona Lisa ou le Saint Jean-Baptiste, les contours fondus des superpositions des glacis créent une présence vivante, signature stylistique qui est particulière à Léonard de Vinci. La deuxième que je vous offre, c'est l'utilisation des éléments fondamentaux, donc les formes, les lignes, l'espace, la texture, la valeur, la couleur. Et on va aller retrouver tous ces éléments-là dans les dessins, les cartons au trait au fait que va utiliser Léonard de Vinci, la texture dans le rendu de la Mona Lisa, la forme, les volumes. Toutes ces choses-là, on va aller les retrouver chez cet artiste parce qu'il y a tout le travail de dessin, le travail d'histoire, le travail de technique qu'il va avoir à exercer au fait. Mais Léonard de Vinci, comme la plupart des artistes de la Renaissance, vont avoir des élèves. Mais il reste toujours le maître, parce que c'est lui qui va tout justement avoir l'intention, qui est la 3e proposition que je vous offre pour la création, au fait, qui est l'intention et la réalisation. Dans l'intention et la réalisation, ce qu'on va avoir, c'est unir les savoirs. Léonard de Vinci va arriver à unir les savoirs anatomie, science et art. Et c'est ainsi que tout le monde va vouloir se dire, mais est-ce que la Joconde me regarde quand je bouge ou elle ne me regarde pas? Il y a aussi ce travail qu'il va faire sur cette œuvre qui s'appelle La Scène, qui va être un choix expérimental nouveau pour l'époque, où il va utiliser la peinture à l'huile, la tempéra, les deux mélangés sur un mur sec pour retoucher lentement les expressions. Donc il y a un processus qui va se faire. Je suis allé plus vite. Il y a un processus qui va se faire. Il y a tout un travail qui va être important au fait dans le processus créatif de Léonard de Vinci. Évidemment, plus on avance, on arrive sur les critères juridiques et professionnels. Historiquement, le droit d'auteur n'existait pas à l'époque de Léonard de Vinci. Donc ce que je veux faire ici, c'est d'essayer d'adapter ces critères-là en imaginant que Léonard de Vinci vivait pendant notre époque. Donc le droit d'auteur, évidemment, est à la question pour une œuvre créée par Léonard de Vinci, la Mona Lisa ou peu importe. L'auteur au sens moderne, donc les droits patrimoniaux auraient pu être cédés par commande, donc le contrat, avec un couvent ou une cour princière, ou avec une des personnes qui est dans cette salle ici. Mais les droits moraux, la paternité et l'intégrité lui resteraient attachés dans beaucoup de régimes actuels dans le monde. Le cas d'Atelier, par exemple, qui est que pour une œuvre faite avec l'atelier de Léonard de Vinci, certaines versions de la Vierge au rocher, par exemple, on distinguerait aujourd'hui la paternité principale. Donc Léonard de Vinci serait l'artiste, donc le maître, même s'il y avait des élèves ou des assistants qui auraient travaillé sur l'œuvre. On a le statut professionnel, donc la reconnaissance, les expositions chez les pairs, et les pairs aussi. Donc Léonard de Vinci est reçu maître à Florence, il est inscrit à une corporation, travaille pour les Médicis, Ludovico Sforza à Milan, puis en France pour François Ier. L'équivalent d'une reconnaissance par les pairs et institutions qui pourrait se faire aujourd'hui avec une exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal, une exposition à la AGO à Toronto. Donc le créateur de l'œuvre initiale, dont l'attribution tout justement, aujourd'hui on ne pourra pas contester à Léonard de Vinci le fait d'être le créateur de la Mona Lisa ou de Saint Jean-Baptiste. Et aussi, on discuterait peut-être de la collaboration si ses assistants, si lui acceptait de citer ses assistants, mais la plupart des artistes qui ont des assistants ou des élèves ne les citent pas au fait. On revient toujours encore à la question du maître,
C'est lui qui a l'intention, qui donne la première idée, et puis à la fin qui va venir signer. Donc la question que j'aimerais poser encore ici, c'est est-ce que l'intelligence artificielle est l'auteur ? Dire oui ou non, ça serait très simple et même très facile. Je dirais plutôt que l'intelligence artificielle joue le rôle de l'élève ou de l'assistant, comme ce fut le cas, et c'est encore le cas depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Pour ma démonstration, je vais encore faire appel à un autre artiste de la Renaissance. Donc, comme je disais au début, aujourd'hui, ça va vraiment être un cours d'histoire de l'art. Un autre artiste de la Renaissance, au fait, qui s'appelle Jacopo Robusti di Tintoretto, 1519-1594. Nous allons prendre son atelier comme exemple. Dans son atelier, il emploie des assistants. Il a des élèves, Marietta Robusti, Paolo Fiamenco, Ludovico Teoputo. Ces assistants sont considérés aussi comme des élèves parce qu'ils viennent apprendre. Il y en a qui viennent de la France, il y en a qui viennent d'un peu partout en Europe, parce qu'ils veulent apprendre du maître. Parce que le maître, c'est lui qui va leur montrer le style, la technique, et après chacun va devenir l'artiste plus tard. Tintoretto va choisir les meilleurs, il va travailler avec les meilleurs. Mais par analogie à nos pratiques contemporaines, si je viens relier à l'intelligence artificielle, qui joue pour moi le rôle de l'assistant dans l'atelier et pas du co-auteur. Pourquoi pour moi il joue le rôle de l'assistant dans l'atelier au fait ? Parce que si je reprends encore Tintoretto, qui est le maître, il reste maître, il garde la paternité de l'œuvre. Tandis que l'intelligence artificielle aujourd'hui, si moi en tant qu'artiste j'aimerais l'utiliser, c'est comme si j'enlèverais le travail que je donnerais à un assistant. Donc l'intelligence artificielle, grâce à mon prompt, produirait quelque chose, parce qu'il aura étudié, comme les assistants ou les élèves à l'époque chez d'autres artistes, mais à la fin, c'est moi qui déciderai si je ne publie ou pas l'œuvre. J'avance encore. À l'époque de la Renaissance, on a la production et la formation, c'est-à-dire que chaque maître, avec ses élèves, les forme. Ils sont des assistants, mais ils les forment parce que plus tard, ils sont appelés à être artistes indépendants aussi. Avec l'intelligence artificielle, au fur et à mesure que je l'utilise, c'est aussi comme si j'étais en train de la former, au fait. En lui donnant des prompts, je lui donne aussi des contraintes. Et ici, il faut faire une différence entre l'assistant, qui est différent du co-auteur, le modèle, qui est aussi différent, qui n'est pas le co-auteur. Oui, on me dira peut-être que l'intelligence artificielle a la possibilité de copier des styles, de travailler sur différents modèles, mais ces styles qu'il va copier, c'est des styles qu'il a appris, au fait, parce qu'on lui a donné des œuvres pour qu'il puisse apprendre. Et au fur et à mesure que moi, je l'utilise, je l'aide encore à apprendre, au fait. Et l'intelligence artificielle, par rapport, pour l'instant en tout cas, par rapport à un être humain, ne prend pas la décision seule de créer. Je dois produire un prompt pour qu'il puisse créer, en tout cas, pour le cas des arts visuels. Peut-être que pour l'avenir, ça pourra arriver que l'intelligence artificielle décide de produire une œuvre, de l'imprimer, de l'encadrer et d'aller l'exposer dans un musée. Et là, on pourra parler d'autre chose. Donc, je montre ici quelques exemples, au fait, avec des prompts, des différents prompts et de comment est-ce que l'intelligence artificielle va vouloir travailler. Aussi, avec le temps, comme j'ai essayé moi-même d'entraîner cette intelligence artificielle, on verra dans la question qui va venir plus tard, la question des minorités, au fait. Et là, je vois aussi que l'intelligence a appris à intégrer automatiquement dans mes prompts, même si je ne le demande pas, des personnes qui sont des personnes d'origine afro-descendante ou des personnes d'origine africaine, qui, au début, n'était pas le cas quand j'ai commencé à travailler avec ces intelligences artificielles-là. Et pour moi, la grande question ici, là on a une photo tout justement quand je parlais de l'élève, les maîtres, parce que c'était ça au fait qui se passait à l'époque de la Renaissance. Mais avec l'avancée, je vous montre aussi les différents prompts. La grande question pour moi n'est pas celle de qui est l'auteur, mais qui est le propriétaire. Cela renvoie à la gouvernance économique de la propriété intellectuelle. Hier, l'auteur était souvent aussi le propriétaire, comme je parlais tantôt avec Léonard de Vinci et Tintoretto.
Donc l'auteur était le propriétaire. Aujourd'hui, ce n'est plus automatique. L'auteur n'est pas forcément le propriétaire. Celui qui gagne est celui qui détient. Donc nos lois, mais aussi notre acceptation tacite en tant que personnes vivant dans cette société, font que nous cédons progressivement la maîtrise de ce que nous produisons au bénéfice des intérêts économiques. Quand j'utilise ChatGPT, Gemini ou autres intelligences artificielles, je paye un abonnement. Donc cet abonnement me permet de pouvoir travailler librement les prompts. Mais malheureusement, la question qu'on va tous se poser aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que je suis l'auteur de ce que je viens de produire avec cette intelligence artificielle. Et aussi, ça me renvoie à la question de l'utilisation des données, au fait. Nos courriels, nos données sont encadrées par des conditions d'utilisation qui autorisent des usages que nous ne contrôlons pas. Nos achats, nos clics sont exploités et monétisés sans que nous tirons un avantage direct. D'où pour moi la question centrale qui est celle de qui détient quoi dans la chaîne de création, de circulation et de diffusion à l'ère des modèles. Évidemment, je ne réponds pas à la question qui m'était posée de savoir qui est l'auteur, mais je fais exprès de reposer une autre question, de savoir qui détient la propriété aujourd'hui. Ce qui me renvoie à la question sur comment préserver la vivacité des cultures minorées face aux logiques standardisantes des données. Chacun porte des biais issus de son milieu social, de son éducation, et je pense que les modèles n'y échappent pas parce qu'elles sont créées par ces personnes qui portent ces biais. Et pour moi, pour préserver la vivacité face à la standardisation, il faut agir à la fois sur les données et sur les gestes. L'autre question est celle de se dire que peut l'art pour résister à l'effacement, au silence et à l'uniformisation numérique. Je pense que l'art, la place qu'elle occupe actuellement dans ce monde qui devient de plus en plus, qui va devenir de plus en plus numérique, est une place qui lui permet d'élargir au fait le cœur. Quand je dis le cœur, ce n'est pas le cœur qui bat, mais le cœur comme chorale. Parce qu'on a la multiplicité des voix, au fait. L'uniformisation, pour moi, elle naît de l'appauvrissement des corpus et d'un déficit de culture générale. Elle vient aussi du refus de reconnaître l'autre comme un être plein et complexe. L'art, c'est qu'elle peut faire, elle peut créer, co-créer avec les communautés, intégrer les langues minorées, des iconographies locales, des rituels et des archives familiales et les rendre publics, avec les crédits et consentements, afin qu'elle irrigue au fait le commun. Je pense que l'intelligence artificielle ne réglera pas les discriminations que l'humain peine à déjà résoudre actuellement, et mon rôle en tant qu'artiste situé dans un lieu précis est de fabriquer des imaginaires non standardisés, arrimés à une mémoire et d'en répondre publiquement. Et c'est comme ça que pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'appeler au fait toutes ces entreprises qui travaillent avec les données, qui veulent justement se dire que nous allons évoluer, que c'est quelque chose de génial, de super, et de pouvoir nous permettre d'aller plus loin dans le futur, de travailler avec les communautés, de travailler avec les artistes, pour que leur point de vue soit présent et que celles et ceux qui créent puissent vivre de leur art dans la nouvelle économie que nous construisons. Parce que je pense que la vraie question sur qui est l'auteur, sur la standardisation, sur le manque de visibilité, elle revient toujours à la question économique de qui détient la propriété. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si j'ai été trop vite ou trop court. Écoutez, des fois, quand on dit tout, on n'a pas besoin d'en rajouter. Bon. C'était complet, c'était riche. Je vous remercie beaucoup. Cher public, avons-vous des questions, s'il vous plaît? Si vous avez des questions pour Kitenge, vous avez le microphone qui est juste ici, à ma droite, ou potentiellement à votre gauche. Ne vous gênez pas à venir poser des questions. Qui est-ce qui se mouille? Je suis certain qu'il y a quelqu'un qui est dans l'audience aujourd'hui qui aimerait poser une question. Peut-être deux questions. Going once, going twice.
je vais me mouiller d'abord. On parle le droit d'auteur, on parle de qui a créé l'œuvre versus c'est à qui que ça appartient. Je vais lancer une tangente. Qu'est-ce que vous pensez de, je ne sais pas si vous êtes familier, possiblement, des NFT? Parce que ça, c'est venu et c'est parti assez rapidement comme fad, mais je me questionne avec, justement, c'est un peu le principe, c'est d'avoir l'authentication ou l'assurance d'être propriétaire d'une œuvre numérique. C'est ça le concept. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez étudié ou que vous avez connu en un fait, peu? ce qui est intéressant avec le NFT, au fait, c'est la question du blockchain. Exact. Et je pense qu'en tant qu'artiste, si j'avais la capacité de suivre mon œuvre à chaque fois où elle se déplaçait, Exact. évidemment de récolter les bénéfices. Parce que moi, j'insiste sur le fait que la vraie question, c'est pas si l'intelligence artificielle elle est bien ou elle n'est pas bien. Parce que si aujourd'hui on rémunérait chacun des artistes, chacun de nous par rapport à ce qu'on utilisait comme données, je pense que les gens ne se poseraient pas la question, au fait. Et ce que je trouve intéressant avec l'NFT, c'était ça, au fait, la question de suivre, d'avoir la capacité de suivre, au fait. Mais en même temps, il faut savoir que le marché de l'art, si les gens ne le savent pas, c'est le marché où il y a le plus de flux financiers, mais qui n'est pas régulé. C'est un gros marché financier qui n'est pas régulé. Et le NFT, au fait, c'était aussi, je pense, une façon pour certaines personnes de mettre de côté certains flux. Et comme ça a toujours été le cas dans le monde, mais la particularité que j'ai trouvée intéressante, c'était cette capacité de pouvoir suivre, au fait. Oui, et d'être rémunéré D'être rémunéré, au au fait, tout au long du process. Et encore une fois, je ne pense pas qu'un artiste refuserait d'être rémunéré si on utilisait son travail, au fait. Et donc c'est comme ça, pour moi, la question de l'auteur, et j'ai essayé d'aller un peu plus loin en commençant dès le début, en prenant Léonard de Vinci, parce que tout le monde connaît Léonard de Vinci, parce qu'évidemment, tout ce qui se fait actuellement, on ne crée rien, en fait. On essaye tous, même moi en tant qu'artiste, de m'inspirer d'autres personnes. Mais sauf que quand moi, en tant qu'artiste, quand je fais une peinture, comme celle-ci qu'on voit là, je suis obligé de faire des références dans mes présentations, dans mes discours, en disant « je me suis référé à tel j'ai un lien esthétique avec tel artiste, avec tel personnage », ce qui n'est pas le cas de savoir quelles sont les données qui sont utilisées. Bon, évidemment, à part les œuvres où il n'y a pas besoin de droit d'auteur, mais quelles sont les données qui sont utilisées pour l'apprentissage des intelligences artificielles. Et si ces données-là, à qui elles appartiennent, est-ce que ces personnes ont été rémunérées ou pas? C'est vrai. Ouais, super intéressant. Merci pour votre réponse. Nous avons une question du public. Votre nom et votre question. Bonjour, merci pour votre présentation. Mon nom, c'est Erandi Bergara. Merci. J'ai une question. Vous avez noté que maintenant, les artistes, en écrivant les prompts, c'est eux qui décident. Mais la question, ça commence là avec les artistes, et que peut-être dans un futur, c'est l'intelligence artificielle qui va faire toutes les décisions, prendre toutes les décisions, même au niveau d'imprimer cette œuvre-là et faire une exposition, mettons. Je reste dans cette question. Comme artiste, vous savez que le processus de créer des imaginaires, comme vous avez mentionné juste maintenant, ça ne commence pas quand on décide quelle couleur ou ça... Les backgrounds de toute l'histoire, de comment on a pris toutes les images qu'on a vues, mais aussi comment notre corps dans l'espace, comment nous sommes acceptés ou pas dans un espace. Toutes nos expériences des enfants qui viennent à enrichir comment on apprend des images, comment on crée des imaginaires. La question, c'est, les processus, ça ne commence pas quand on prend les pinceaux, mettons, mais... Après, quand on fait une exposition, ce n'est pas juste une image, c'est mettre en relation les images avec un espace, construire un discours. C'est quoi le plus excitant pour vous, justement, cette opportunité que ça appartient juste à vous comme artiste, de créer cet imaginaire qui ne s'arrête pas dans une œuvre bidimensionnelle, mais d'inviter aux gens à se plonger dans votre monde, dans une exposition? Je vais revenir au début. Parce que votre question
permet de parler de l'œuvre qui est là. Au fait, c'est vrai que l'artiste, le processus, c'est comme ça que j'ai voulu parler de Léonard de Vinci et de ses carnets, de ses dessins, du milieu et aussi de Tintoret. Pareil pour moi, c'est vrai que le travail ne commence pas quand on commence à mettre les couleurs. Parce qu'il y a toute la question de la réflexion, il y a toute la question du milieu, l'éducation, tout ce que vous avez dit. L'intelligence artificielle, moi en tant qu'artiste aujourd'hui, je pourrais pas décider qu'elle s'arrête parce qu'elle ne va pas s'arrêter. Elle va continuer à exister, elle va même aller plus loin. Et c'est comme ça que moi en tant qu'artiste, ma question a été de me dire, je ne peux pas me battre contre un moulin à vent en fait parce que ça sert à rien, mais je vais essayer de comprendre qui sont ces personnes qui travaillent avec, qui sont ces personnes qui les créent et pourquoi ils sont en train de le faire. Donc pour un artiste aujourd'hui, ça je dis moi, parce que tous les artistes ne vont pas être d'accord avec moi, c'est comme ça que je vous parle de cette œuvre, et d'où la raison pourquoi je dis que pour moi l'intelligence artificielle c'est comme un élève, un assistant dans l'atelier. Pour créer cette œuvre par exemple, ça c'est une œuvre que j'ai faite à la main, j'ai peint. Ce qui me manquait, c'était quoi? D'habitude, je fais ma photo de mon personnage, ou bien j'aurais pu faire un croquis, mais maintenant je fais les photos. Je fais un photomontage avec Photoshop, donc je découpe la plante de caoutchouc parce que je travaille sur la question de l'exploitation du caoutchouc par Léopold II à l'époque du Congo belge. Je fais mon montage avec Photoshop, mais je devais réimaginer, je suis capable de le faire, j'ai fait une école des beaux-arts, réimaginer tout l'aspect autour de la peinture. La couleur, regarder dans tous mes catalogues, regarder Rembrandt et ainsi de suite. Mais pour celle-ci, j'ai décidé de me dire, tiens, j'ai fait ma photo, j'ai fait mon montage Photoshop, mais je veux demander à une intelligence artificielle de me recréer le fond arrière de telle façon que la lumière du fond arrière va se reposer sur le corps, comme ça je n'aurais pas imaginé la lumière sur le corps. C'est pas que je ne suis pas capable de le faire, je suis capable de le faire. Mais l'intelligence artificielle vient activer une vitesse plus rapide dans mon travail de création, en fait. Mais c'est là où je pose la question de l'auteur, parce que à la fin de la journée, j'aurais pu avoir mon assistant que j'ai à l'atelier, lui dire, voici le sketch, fais-moi un fond, et je viendrai continuer le reste après. Et c'est comme ça que je parle de la question de comment est-ce qu'on travaille avec, mais est-ce que l'œuvre ici, elle est à moi ou elle est à l'intelligence artificielle? C'est ça la grande question en fait. Quand j'utilise la photo que j'ai donnée à l'intelligence artificielle pour pouvoir me faire juste le fond en arrière, parce que l'intelligence artificielle n'a pas créé le personnage, n'a pas fait le photomontage. Pourquoi le droit d'auteur irait à l'intelligence artificielle? Parce que quand je demande à mon assistant à l'atelier de peindre le fond, le droit d'auteur ne va pas à mon assistant. Et mon assistant n'est même pas cité dans toute la production que j'aurais pu faire. Comme Léonard de Vinci a fait plusieurs œuvres, une personne n'a que 24 heures dans la journée. Donc il doit dormir, manger, se promener, aller réfléchir. On ne peut pas peindre seul toutes les œuvres qu'on fait. Donc les gens, dans l'histoire de l'art, on a toujours eu accès à des assistants en fait. Et pour moi, c'est ça la grande question de dire pourquoi aujourd'hui je n'aurai pas la propriété de cette chose que je produis. C'est différent d'une personne qui rentre une image, je prends ma photo, je la rentre et puis je dis transforme ma photo en une peinture de Rembrandt. La personne a fait un prompt. Et moi, je considère cette personne-là comme un assistant qui travaille avec un autre assistant qui est l'intelligence artificielle. Parce que la personne a demandé juste à l'intelligence de reproduire quelque chose qui existe déjà. Elle n'a pas eu, ce que vous dites dans votre question, au fait, l'idée de penser, de concevoir, dans quel milieu elle est. Pour moi, c'est un outil. Et c'est un outil, malheureusement, qui produit, qui est intéressant pour d'autres domaines, d'autres milieux, dans la médecine, dans l'ingénierie. Donc je ne suis pas contre, c'est super intéressant. Mais dans la culture, ça vient quand même standardiser une façon d'être qui, pour moi, renvoie, peut-être c'est un peu trop ce que je veux dire, mais je l'assume, qui renvoie aux époques coloniales où on voulait standardiser des choses.
C'est on standardise une esthétique. Dans l'art, on l'a souvent vu, on devait faire le corps comme les Grecs. On devait dessiner la forme du bassin. Enfin, il y a toute cette chose-là qui vient standardiser. Et d'ailleurs, vous allez voir que les images produites avec l'intelligence artificielle sont très léchées, au fait. Parce qu'on est dans la recherche d'une perfection. Oui, les artistes dans la Renaissance ou dans différents milieux cherchaient la perfection, mais ce qui rendait ce travail-là aussi intéressant, c'était les imperfections. C'était aussi les histoires qu'on pouvait raconter. C'est l'histoire que moi, je veux raconter avec mon œuvre. Le lieu, le milieu, pourquoi c'est réfléchi, et ainsi de suite. C'est comme ça que je me dis, je ne veux pas me battre contre... ici, l'idée pour moi, ce n'est pas de vous dire je suis contre l'intelligence artificielle, ne le faites pas, parce que ça va toujours exister. Mais c'est de dire à qui appartient la propriété, au fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, Ok. C'était une super question, Erandi, merci. Et peut-être juste avant de passer à la prochaine question, je suis curieux de savoir, parce que je sais que différents professionnels utilisent différents logiciels de Generative AI et de l'IA pour votre assistant en art qui vous a aidé justement à trouver le fond. Est-ce qu'il y a un outil en particulier que vous avez utilisé? Alors, je les mélange tous. OK. Mais au fait, c'est ça que j'ai dû vraiment apprendre à me forcer d'abord à les mélanger tous, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, parce que toutes les personnes qui les ont créés, ils ont des biais. Donc c'est aussi intéressant de voir quel modèle te donne quelle image, te donne quelle... Et c'était intéressant au début, quand j'ai commencé à les utiliser encore, ils avaient les mêmes problèmes que les artistes avaient dans la Renaissance, les mains, les pieds et les visages. Parce que peindre les mains et les pieds, c'est chiant. C'est vraiment très chiant. C'est comme ça que certains artistes trouvaient des assistants qui ne faisaient que les mains. Parce qu'ils étaient très bons dans les mains. Les autres trouvaient... Et c'était intéressant de voir comment, au début, tous les modèles ne savaient pas faire les mains ou les pieds. Donc c'est aussi... pour moi, ça devient aussi comme ça. C'est comme ça que j'ai insisté en me disant... J'insiste sur le fait que pour moi, c'est un assistant comme j'aurais un assistant dans l'atelier. Et comme un élève, vous allez en tester plusieurs pour trouver le bon élève. Pour le bon élève. Ouais, je comprends. Mais pour l'instant, peut-être que dans 10, peut-être dans 5 ans, dans 2 ans, il pourra lui-même faire les œuvres, imprimer et les exposer. Mais là, ça poserait la question du marché de l'art. Complètement. On en reviendrait toujours à la question, c'est qui détient la propriété et pourquoi cette personne veut produire de cette façon pour gagner. En fait, c'est toujours cette question-là, tout en sachant que pour que l'intelligence artificielle devienne aussi bon pour produire elle-même des œuvres, les imprimer, les encadrer, elle a utilisé des données. Est-ce que les gens dont on a utilisé les données ont été rémunérés? Point d'interrogation. Point d'interrogation, indeed. Votre nom et votre question, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Nicolas. Étant artiste visuel, moi aussi, j'ai tenté d'explorer un peu plus ces outils-là, comme vous mentionnez, comme assistant, mais je les vois aussi un peu comme espiègles, dans le genre, comme vous dites, les données, les rémunérations, etc. Depuis l'avènement de ces technologies-là, on voit aussi des tentatives de contrecarrer, des espèces de... les crawlers qui vont voler les images sur le web. J'aimerais discuter un peu justement de ceux-ci. Je sais qu'il y a Glaze qui a été développé par l'Université de Chicago ainsi que Nightshade. Est-ce que vous avez exploré ça et votre avis là-dessus? Non, ça, je n'ai pas exploré. Malheureusement, j'ai vu, j'en ai entendu parler. Et moi, ça rejoint un peu mon autre problématique. Souvent, les personnes qui vont développer les modèles ne vont pas travailler avec les artistes. Ils vont développer les modèles, excusez-moi d'être un peu dur avec les gens de la tech, parce que les gens de la tech, oui, ils sont comme des artistes, ils rêvent, mais je pense qu'ils rêvent seuls dans leur coin, en se disant ça va être génial, ça va être beau, ça va sortir comme ça, mais ils ne voient pas ce que ça implique comme problématique autour, parce que tout justement, ils ne vont pas travailler avec nous. Je pense que si les gens de la tech avaient dit qu'on va travailler avec des artistes, aucun artiste aurait dit ça ne m'intéresse pas. Mais pour moi, la grande question encore, c'est la question de la rémunération. Parce que quand je paye mon abonnement à ChatGPT, le patron de ChatGPT, il gagne beaucoup d'argent. Je ne suis pas contre qu'il gagne beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'il me rémunère, moi, pour le travail, les données? Peut-être qu'il n'a pas utilisé mes données. Mais est-ce qu'il serait possible, par exemple, que les entreprises de la tech
contribuent à financer, par exemple, des écoles d'art, des projets culturels. C'est comme un donnant-donnant qui n'existe pas. Mais pour ce projet précis, j'ai juste entendu parler, mais je ne suis pas allé à fond dedans en fait, pour essayer de comprendre, parce qu'à la fin de la journée, il faut que je reste vraiment dans l'atelier pour peindre et me concentrer au fait à faire mes recherches. Mais ce que je trouve quand même intéressant, au-delà de la création, je pourrais quand même, si je devais défendre l'intelligence artificielle, je pourrais dire, pour ce qui est de la recherche universitaire, tu sais, je ne peux pas aller dans toutes les bibliothèques dans le monde parce qu'il faudrait que je prenne des billets d'avion et voyager. Des fois, ça me permet d'avoir accès à certains documents intéressants. Mais encore quelque part, je me sens mal parce que je me dis, quelles sont les données qui ont été utilisées? Est-ce qu'on a eu l'autorisation des données? Est-ce qui a été rémunéré? En tant qu'ancien président du RAV, qui est le regroupement des artistes en art visuel au Québec, pour moi, je me base sur la rémunération des artistes, au fait. Parce que souvent, on va penser que les artistes sont très riches, qu'on vend, qu'on existe, ou bien que l'art, c'est un hobby. Non, ce n'est pas un hobby. C'est vraiment un travail et on a besoin d'être rémunéré pour le travail qu'on fait, comme les gens de la tech, quand ils font leur code, ils sont rémunérés pour le travail qu'ils font, en fait. Et pour moi, c'est cette question-là qui reste la plus importante dans la gestion, en fait, dans la régulation en fait, du lien entre intelligence artificielle et création artistique. Merci, Nicolas. Il nous reste encore un peu de temps. Si vous avez d'autres questions pour Morija, les gens sur les poufs, my poof people, non? Ça va? Pas de questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient d'autres questions encore pour nous? Going once? Ou commentaires? Ou commentaires? Non, même pas de commentaires. Mais je veux simplement dire au fait qu'en tant qu'artiste, l'idée pour moi de venir ici parler, c'est aussi l'idée de vous mettre au courant, de vous réveiller, au fait d'attirer votre attention sur les processus, les choses qui vont se faire. Parce que, comme je disais ici, je ne veux pas stopper ce processus. Il va continuer à exister. Et il y a la problématique, au fait, où on doit créer des emplois, où les gens doivent travailler, où il y a toute cette problématique-là. Mais ce qui fait la richesse de chaque société, à la base, ce n'est pas l'économie, c'est la culture. Donc, si la culture est riche, c'est parce qu'elle est diversifiée. C'est pas parce qu'elle est standardisée, au fait. Et donc, dans vos réflexions, en tout cas, ce que moi, je pourrais demander comme dernier message, c'est de penser à comment est-ce que vous pourriez ou pas détruire cette diversité dans la culture et comment est-ce que vous pourriez la protéger, au fait. Je pense que les choses peuvent avancer ensemble, peuvent coexister, mais quelque part, vous devenez aussi responsable de la destruction, en fait, de cette diversité qui existe dans cette culture. Aujourd'hui, on est content d'aller au Louvre, bon, même si on a volé le diamant des bijoux de la couronne, mais on est content d'aller au Louvre ou dans les autres musées et découvrir cette diversité de culture et d'art qui existe, en fait. Et aujourd'hui, si l'intelligence artificielle a été ou est capable de faire certaines choses, c'est parce qu'elle a bénéficié de cette diversité-là. Et donc, quelque part, et c'est ça que je pousse aussi en disant, ça serait un peu de pour ceux qui sont dans la tech et dans ce travail-là, de préserver cette diversité-là, au fait. Et justement, peut-être une dernière question qui m'intéresse. Vous avez un point de vue et une position intéressante en tant qu'artiste, en tant qu'ex-président, justement, là, de l'Association des arts visuels de Montréal. Avez-vous des craintes par rapport à l'avenir des artistes avec tout ce qui se passe? Avez-vous peur du futur de l'emploi? Parce que, comme vous l'avez dit, c'est déjà, il y a un peu un flux par rapport à la rémunération et la valorisation des œuvres, des artistes, etc. Et là, avec cette révolution qui se passe sous nos yeux, oui, on peut aujourd'hui en bénéficier, l'utiliser comme assistant et travailler avec et en bénéficier, même s'il y a encore des questions là. Mais si on fast-forward dans 5-10 ans, est-ce que vous le voyez plus comme une threat, une menace potentielle? Mais pour moi, elle devient menace parce que dans toutes les révolutions dans la société, il y a des perdants et il y a des gagnants. Oui. Donc aujourd'hui, l'automatisation des caisses dans les magasins, c'est parce qu'il y a des gens qui perdent des emplois. Oui. Parce que vraiment, pour moi, c'est ça la crainte, en fait. C'est de dire comment est-ce qu'on arrive à
reconnaître mon travail en tant qu'artiste, à rémunérer mon travail correctement. Je ne demande pas qu'on me donne plus ou je ne demande pas avoir le salaire du PDG d'Amazon, non. Comment est-ce qu'on reconnaît mon travail, au fait? Et ça, c'est la question pour tous les artistes, au fait. Parce qu'on achète du matériel, on paye un loyer, on fait des recherches, on va à l'école des beaux-arts, qui n'est pas gratuit, on paye l'université. Oui. Et donc, quelque part, au fait, quand on fait tout ça, évidemment, il y a des artistes qui sont aussi, qui ne sont pas allés à l'école, qui sont aussi artistes, ça ne leur enlève pas leur talent artistique. Mais qu'ils soient allés à l'école ou pas, il y a tout un travail qui est mis en place, comme la dame qui posait la question au début. Il y a tout le vécu du milieu qui vont nous pousser à réfléchir, à créer, les sensations, les émotions, toutes ces choses-là font qu'on crée, au fait. Et donc, moi, ma peur avec l'évolution, ce n'est pas une peur pour empêcher l'évolution, mais c'est plus une peur de dire, est-ce que l'évolution prend en compte ce qu'elle est en train de mettre en place, dans le sens où elle peut anéantir certaines choses, qui est aussi importante, et aussi avoir de l'art, avoir de la culture partout, la démocratiser, ça fait qu'on est tous un peu intelligents. Donc ça veut dire qu'on arrive à développer de l'empathie, de l'émotion, l'esthétique, le beau, la question du goût. En fait, ça nous nourrit quelque part, parce qu'on est tous contents d'écouter de la musique aujourd'hui. On est tous contents de dire « Ah, quand j'écoute Led Zeppelin, c'est tellement bon et tout ça ». Mais est-ce que, parce que je travaille avec Suno et que je crée ma musique, est-ce que ça va reproduire Led Zeppelin? Peut-être que ce n'est pas important. Mais est-ce que toute l'industrie qui vient avec ça, est-ce qu'elle va encore exister dans 10 ans? Point d'interrogation, je n'ai pas la réponse. C'est plus ma crainte, elle est plus là, au fait, dans le sens de dire comment on essaye de garder le peu qu'on peut avoir pour s'appeler encore une société. Parce que croyez-moi, que vous le vouliez ou non, vous pouvez avoir votre maison qui vaut 40 milliards, vous avez un jet, vous avez tout ce que vous voulez, vous allez être content de vous asseoir et lire un livre. Vous allez être content avec vos 40 milliards d'acheter une œuvre d'art que vous allez regarder tous les matins. Vous allez vouloir écouter du Bach en disant « Ah, mais ce fil de violon, il n'est pas numérique, il est analogique, ça ramène quelque chose. » Et vous allez être fiers de dire aux gens aussi « Chez nous, ma culture, mon identité, c'est ça. » L'identité, ce n'est pas l'économie, au fait. L'identité, souvent, on renvoie à la culture. Et je veux peut-être finir par ça en disant... Et encore une fois, je prends un exemple qui est peut-être dur, excusez-moi, un exemple qui est dur, mais vous savez, dans l'histoire de la colonisation, partout où il y a eu colonisation, la première chose qu'on a détruite, c'était la culture. On n'a pas d'abord détruit les maisons, on n'a pas d'abord détruit on a d'abord détruit la culture. Si on a détruit d'abord la culture, c'est parce qu'on savait à quel point la culture, elle était importante et qu'elle était puissante. Donc c'est un peu... le message que j'ai envie de laisser en disant, moi, je ne vous empêche pas de penser à tous les modèles que vous voulez penser, mais essayez de penser à ces modèles en se posant la question de savoir comment est-ce qu'on protège la culture et comment est-ce qu'on rémunère les gens qui travaillent pour créer cette culture qu'on veut protéger. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci vraiment. Merci beaucoup, Moridja, et merci à vous, cher public. On va prendre une pause d'une 15aine de minutes. On va reprendre avec la prochaine conférence. Bonne pause, n'allez pas trop loin. On reprend pour le prochain conférencier juste un peu avant 10 heures. Merci, à tout de suite.